Bonjour, je suis Michel Soyer et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui sur le plateau de l'émission Les Mandarins de l'économie et de la culture sur Mandarin TV. Et aujourd'hui, puisqu'en fait nous avons terminé à Paris la Fashion Week et nous sommes dans la semaine du design, des créateurs et dans le centenaire de l'Art déco à Paris, qui est une ville de création, vous avez des images formidables derrière nous. Mais j'ai le plaisir de recevoir Jean-Louis Rocher et son fils, puisqu'ils travaillent en binôme, formidable. Et on va parler d'immobilier de luxe. On va parler un petit peu aussi, j'ai envie qu'on parle de paradis perdu, de rêve, car Jean-Louis Rocher, après avoir vu le jour en Normandie, j'espère qu'il ne nous fera pas des réponses de Normands, il a fait HEC, et donc il a démarré une carrière commerciale dans des maisons de luxe, de parfums, donc je vais citer Balenciaga, Givenchy, Yves Saint Laurent. Voilà, il a travaillé à Paris, à Londres, à New York, à Tokyo, à Shanghai. Donc il aime la Chine, il la connaît. Et puis après ça, il a voulu tourner un peu une page et il est devenu, on va le qualifier un peu de maître d'œuvre pour des résidences ou des maisons de luxe. Et sa première œuvre à laquelle j'ai eu la chance d'être convié, se trouvait à Chambourcy, qui n'est pas qu'une marque de yaourt. Chambourcy, c'est une très jolie ville de résidence à l'ouest de Paris. Et il a monté une villa extraordinaire qu'il a lui-même conçue. Et cette villa, il l'a louée. C'était l'objet d'en faire une entreprise. Car Jean-Louis Rocher est d'abord un chef d'entreprise pour des tournages, du cinéma, de la publicité, des photographies, de la mode, et c'est comme ça qu'il s'est fait quelques amis, IES, et on citera Monica Bellucci, Claudia Schiffer, Sophie Marceau, pour les maisons Chanel ou Cartier, donc on comprend l'honneur qu'il nous fait, dans notre modeste télévision, de venir nous voir. Alors, finalement, Jean-Louis Rocher n'est pas architecte, mais il est quand même concepteur de maisons de luxe, avec une dimension de rêve. Et je voudrais savoir comment tu as pu passer depuis HEC, donc le management, le marketing et l'argent, jusqu'à la conception et la maîtrise d'ouvrage de maisons que tu as toi-même dessinées. Alors, cher Michel, c'est très simple. En fait, je ne suis pas passé d'HEC au design, je suis passé du design depuis l'âge de 5 ans à HEC. En fait, je suis né avec ça, j'ai toujours adoré l'architecture, ce qui est beau. Et dès l'âge de 5 ans, je dessinais des maisons, des villes, et en fait, c'était ma passion. Et mon père m'a dissuadé de faire architecture, et c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire passer le concours d'HEC et à devenir un homme d'affaires. Mais en fait, au plus profond de moi, il y a un artiste. Alors cet artiste aujourd'hui, tu as quand même réalisé, alors parle-nous un peu de cette première maison de Chambourcy, quelle était l'idée et qu'est-ce que tu en as fait? Alors, mes principes de design, parce qu'on va dire que je suis designer, puisque je n'ai pas le diplôme d'architecte, mais en fait, je potasse des bouquins d'architecture depuis ma plus tendre enfance, et c'est ma passion. Donc en fait, il y a 4 grands principes qui sont très simples. C'est perspective d'abord, perspective. C'est important d'être traversant. Quand on rentre, il faut avoir une vision sur une suite de salons ou sur un grand salon et sur une très grande vue. Donc d'abord perspective, ensuite volume. Le volume, c'est très important. L'harmonie du volume aussi. Quand vous avez une grande surface au sol, il faut qu'il y ait une hauteur sous plafond qui corresponde. Donc pour un séjour de 125 mètres carrés, il faut 4 mètres ou 4 mètres 50 sous plafond. Donc tu parles du cas précis en général, okay. Que ce soit à Chambourcy ou au Monténégro. Et troisième principe, c'est la symétrie. Symétrie, c'est très français, mais c'est pas que français, bien entendu. Et ça donne un sentiment de beauté si la symétrie est bien conçue. Et puis le 4e élément, c'est l'harmonie, bien sûr, l'harmonie des proportions et l'harmonie des courbes et des rectangles et des lignes droites. Donc une fois que vous avez ces 4 principes qui sont réunis et qui forment un cocktail avec un bon dosage, vous avez l'effet waouh et les gens sont heureux de vivre dans cet endroit.
Alors j'ai l'impression que tu nous décris une robe de haute couture ou un flacon de parfum. Alors, et je trouve qu'il y a des parallèles énormes et que justement, quand on vend du parfum, on vend d'abord le packaging, d'abord l'étui, la vision extérieure, et je pense qu'il y a un parallèle immédiat entre ce métier que tu as fait avant et aujourd'hui où tu fais des très beaux packaging qui sont des maisons dans lesquelles on rentre, on pousse la porte et on la voit de loin avant de l'aimer de l'intérieur, comme on voit un flacon de parfum dans son étui chez Sephora avant d'enlever le capuchon, le capot comme on dit-on, et d'aller sentir Alors, cher Michel, je vois pas de raison de répondre puisque en fait, en posant la question, tu apportes la bonne réponse. Donc je vais simplement compléter ce que tu as dit en disant que dans la parfumerie, il y a une dimension artistique puisqu'il y a la fragrance du parfum, il y a la beauté de la bouteille, c'est une forme d'architecture, le flacon. Donc il y a une dimension artistique, puis il y a aussi une dimension industrielle. Et dans cette dimension industrielle, évidemment, il faut une usine, il faut fabriquer, il faut avoir des prix de revient. Et c'est là que je suis vraiment très heureux d'être associé avec mon fils, parce que d'abord, par définition, mon fils est beaucoup plus jeune que moi, et donc c'est lui l'avenir, et deuxièmement, on n'est pas trop de deux, justement, à gérer un chantier, à gérer des prix de revient, et à gérer donc une rapidité d'exécution. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette semaine, la semaine d'avant aussi, dans toute la presse économique en France, on a parlé des acquisitions immobilières des grands groupes de luxe. Et il se trouve que nos grands groupes français, mais il y en a d'autres, beaucoup italiens, se sont mis à investir depuis quelques années et à bâtir et à remettre en état des merveilleux palais que nous avons à Paris, bon, le groupe LVMH, Kering, etc. Et donc maintenant ils ont des sièges sociaux absolument incroyables, comme on a pu trouver un petit peu avant dans le Bordelais, remise en état de château, ou dans la Champagne, où on a vraiment de très belles choses. Et puis sur le plan purement boutique commerciale, maintenant ces marques, comme Hermès aussi, ont aux États-Unis, au Japon, en Chine maintenant, ce qu'on appelle des flagships, c'est-à-dire des éléments de vendeurs exceptionnels, qui leur coûtent beaucoup d'argent, qui sont en haut de bilan. Et on se dit, est-ce que finalement la construction et l'immobilier de luxe, car c'est du luxe, est un élément fondamental de la communication, de la culture et donc de l'art de vivre, parce que c'est un petit peu ce que tu fais. Mais c'est exactement ce que mon père fait, c'est-à-dire que nous créons de la valeur, nous créons une nouvelle identité. Nous n'avons pas besoin de restaurer une identité qui était préexistentielle. Nous avons juste, nous créons, grâce au Monténégro, nous créons en première ligne face à la mer. Nous créons, grâce à lui, grâce à son design, nous créons une nouvelle identité. Oui, mais la question que je posais, c'est est-ce qu'il n'y a pas ce parallèle entre effectivement ce que vous faites tous les deux, et puis les métiers du luxe, où maintenant l'immobilier, la durabilité fait partie de l'offre, puisque l'immobilier fait partie de ce qu'on achète aujourd'hui. Et on va revenir à ce que tu viens de dire, effectivement, la culture. Partout on voit dans les défilés, partout on voit dans les grandes marques de luxe, qu'on parle un peu du produit et beaucoup de ce qu'il y a autour, c'est-à-dire l'histoire qu'on raconte. La cousine de Maurice, ma nièce, est ingénieure du patrimoine. Et elle m'a fait un compliment un jour, assez récemment, en voyant ce que j'ai dessiné au Monténégro et que j'ai pu réaliser grâce à Maurice, parce que tout seul, ça aurait été trop dur. Eh bien, elle m'a dit, moi, je restaure le patrimoine, puisqu'elle est ingénieure du patrimoine, et elle m'a fait plaisir en me disant, toi, tu crées du patrimoine. C'est-à-dire, en fait, je crée le palais moderne, avec des racines dans l'histoire de France, enfin dans l'histoire en général, qu'on peut trouver en Autriche, en France, enfin dans beaucoup de pays développés, en Chine, bien sûr, et c'est le palais des temps modernes. Alors le palais des temps modernes, mais apparemment on a envie, on a un retour à la vie de palais, parce qu'on s'aperçoit que dans beaucoup de pays qui se cherchent, c'est le cas de la Chine, mais c'est aussi notre cas en France, on a un retour vers le passé, puisque même certains vont jusqu'à dérober quelques bijoux de notre histoire, bijoux royaux ou impériaux, ça prouve qu'au moins on les aime.
et on aime notre histoire. Et je sais que les Chinois adorent leur histoire qui est beaucoup plus ancienne que la nôtre. Et voilà, ils ont inventé le feu d'artifice, la roue, plein de choses. Et donc, quand nous étions encore des gueux, comme on dirait dans notre politique, eh bien, les Chinois avaient une vie de cour exceptionnelle. Et on en revient aux vêtements anciens, aux objets, à la musique ancienne, etc. Et donc, quelque part, c'est vrai que pour parler aujourd'hui des palais d'aujourd'hui et de l'art de vivre, on est obligé d'avoir les pieds dans l'héritage. Voilà. Bon, et c'est un peu ce que tu fais, alors. Oui, c'est ça. Ça reprend des concepts de palais, c'est-à-dire la hauteur sous plafond, un très beau terrain, des perspectives. Et donc, ça anoblit la personne qui y habite, en fait. Et c'est un rêve qui se réalise. Tout en utilisant des moyens modernes et des concepts, par exemple les villas que l'on a fait avec Maurice au Monténégro, sont uniques au monde. Le système est unique au monde puisqu'on a une plateforme qui monte et qui descend à l'intérieur du très grand séjour. Et en fait, cette plateforme, quand elle descend, libère une piscine. Et il y a aussi une très grande baie vitrée entre la piscine intérieure et la piscine extérieure. Et donc, quand vous abaissez la plateforme, que vous ouvrez la baie vitrée, qui s'ouvre en télécommande, bien entendu, eh bien, vous pouvez passer de la piscine intérieure à la piscine extérieure. Et ça, on a cherché partout sur Internet, on n'a jamais trouvé l'équivalent. Donc, au Monténégro, on a fait une première mondiale. Mais très bien. Alors, est-ce qu'on n'est pas un peu dans ce que j'appelais les paradis perdus? C'est que, vu de nos pays occidentaux classiques, on a toujours le rêve. Là, on rentre un peu de Saint-Tropez, pendant les vacances, qui a beaucoup changé. Je sais que tu connaissais bien Saint-Tropez, puisqu'il y a eu des projets parfumants avec la ville de Saint-Tropez. Oui. Voilà, c'est une dimension de rêve et on cherche un petit peu autre chose que ce que nous avons dans notre environnement. Et donc là, je voudrais qu'on aborde l'autre sujet qui est le Monténégro. Alors, le Monténégro... Ce sont les paradis retrouvés. Voilà. Alors, on connaît Monte-Carlo. Ce ne sont pas les paradis. Monténégro, on ne connaît pas forcément. Saint-Tropez, ce sont les paradis perdus. Ouais. Et le Monténégro, c'est le paradis retrouvé. Très bien. Je vais laisser la parole. Non, vas-y. Maurice, non, stop. À un moment, tu as parlé de la Chine, qui est le leader mondial depuis 20 ou 30 siècles. Comme l'Europe a été victime parfois de luttes internes et de divisions. C'est leur cas aussi. Mais j'ai parlé avec, bien sûr, beaucoup de Chinois qui m'ont dit, mais vous savez, on est leader mondial depuis toujours. Il n'y a que depuis 2 siècles qu'on a pris un peu de retard, mais ce retard est rattrapé. Et maintenant, ils sont les numéros 1. Donc, félicitations. Ouais. Et c'est mérité. Donc, tu as parlé de Saint-Tropez. Il se trouve que j'ai passé pratiquement toutes mes vacances d'été à Saint-Tropez. Ce qui compte, c'est la population, et c'est une population intéressante. En ce qui concerne le Monténégro, ça peut être la future French Riviera. Les paysages sont magnifiques. C'est un choix qu'on a fait de pionnier avec Maurice, mais je dirais qu'avant nous, les Chinois étaient arrivés aussi, puisqu'ils construisent des autoroutes et ils sont très présents comme touristes et aussi comme investisseurs. Alors, quelle est la magie de ce pays qu'on connaît assez mal? Alors, j'ai noté qu'il y a un petit côté jet set qui nous amuse beaucoup, puisqu'on va citer des sortes de personnalités qui ont mis un peu 2 pieds là-bas, comme Lord Byron, Marguerite Yourcenar, Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones, Sophia Loren, Klaus Kinski, Kirk Douglas, etc. Tout ça, ça nous fait rêver. Alors, est-ce que ça va devenir effectivement, comme on a eu à un moment donné la Croatie, avant c'était la Grèce, la Sicile, la Sardaigne, etc. Est-ce que le Monténégro, puisqu'il y a en plus il y a un prince Nicolas, donc c'est une ancienne royauté, donc ça fait un peu rêver les gens, même si aujourd'hui c'est un pays indépendant républicain qui apparemment est rentré dans l'OTAN et puis qui tape à la porte de l'Europe. Est-ce que c'est un petit Monte-Carlo qui va nous faire rêver demain? Ça peut le devenir, oui, effectivement. Ce qu'il y a de bien au Monténégro, c'est déjà que les taxes sont tout à fait humaines. Elles ne sont pas trop élevées. Les paysages sont magnifiques. La sécurité est totale. C'est un pays que je ne connaissais pas bien il y a encore quelques années, mais pour y être maintenant depuis 6 ans,
la sécurité physique y est parfaite. C'est-à-dire que la perception du Monténégro est un pays corrompu et mafieux, alors que ça n'est absolument pas le cas. Oui. Mais c'est un problème de communication. Oui. Notre effort, en dehors de simplement construire 4 villas de luxe dans cet endroit, c'est aussi, dans l'avenir, de promouvoir la culture de ce pays en y introduisant de la culture et en faisant cet effort. Parce que c'est vrai que c'est un pays qui ne fait pas cet effort de communication et par exemple, je me sens beaucoup plus en sécurité en étant au Monténégro qu'en étant dans la plupart des capitales européennes. Ce qui est paradoxal en termes de perception. D'accord, alors le Monténégro est un tout petit pays. On citait Monaco qui est encore plus petit. Oui. Bon, le Monténégro reçoit un certain nombre de gens connus, donc c'est un très bon début. On a vécu ça dans la Sardaigne, la Sicile, etc., etc. Et est-ce que qu'est-ce qu'il faudrait faire pour faire mieux connaître? Parce que bon, ils sont très différents de nous. C'est une source humaine qui est plutôt vers l'ancienne Yougoslavie, donc qui a éclaté, etc. Bon, durant les problèmes de l'histoire récente. Est-ce que tu penses que c'est un pays qui va pouvoir vraiment décoller et toi tu participes un peu à ce décollage? Oui, c'est un pays qui est en plein décollage, pour reprendre le terme, et je dirais que tous les critères sont réunis. En tout cas, nous, on est très heureux là-bas. Voilà, on est très heureux là-bas. Sur le plan culturel, comme le disait Maurice, ils ont encore des progrès à faire. C'est un petit pays de 600 000 habitants, donc beaucoup plus grand que Monaco. Avec une fiscalité, je l'ai dit, qui est tout à fait acceptable et intéressante, et un littoral qui est magnifique. C'est beaucoup plus vert que la Croatie. Les montagnes sont pratiquement très proches de la mer, et ça me rappelle un peu Nice, mais Nice, d'après les photos que j'ai pu voir d'il y a 100 ou 150 ans, avant que toutes les montagnes soient couvertes. Donc il y a les paysages, la population est pacifique, il y fait bon vivre. Mais alors qu'est-ce qu'on y fait, à part habiter une jolie maison? Il y a du sport, il y a de la voile, il y a de la nature, mais on doit faire l'effort d'y amener de la culture. Et comme tout pays qui est en voie de développement, entre guillemets, c'est à nous d'amener, par exemple à toi, à mon père et à moi, d'amener des choses intéressantes là-bas. C'est-à-dire que ce n'est pas le phare Ouest, c'est le Far East, mais l'avenir de l'Europe, c'est censé être les pays de Visegrad. Donc on est exactement entre Varsovie, Belgrade, et on est exactement au sud. Donc ça demande un petit peu d'effort. On a passé pas mal d'années là-bas afin de trouver les bons interlocuteurs et afin de sécuriser les investisseurs qui travaillent avec nous et nous-mêmes. Mais je crois vraiment dans le potentiel de ce pays, dans la mesure où on réussit à trouver des gens de bonne volonté. Comme dans n'importe quel pays, la majorité des gens ne sont pas bienveillants. Là-bas, la proportion est encore plus importante. Mais dans ce pays, quand on a réussi à trouver des personnes qui sont vraiment bienveillantes et avec lesquelles on s'entend très bien et qui croient dans l'avenir de leur pays. Donc, alors parlons d'argent. Qui investit? Quels sont vos investisseurs? Qui achète les maisons? Comment ça fonctionne sur le plan financier? Alors, là, je suis à l'aise. Comme tu as dit tout à l'heure, comme j'ai fait HEC, on a un petit peu étudié. Et puis surtout, Maurice est en fait le fer de lance des études de marché, du marketing et du suivi du chantier, du contrôle. Mais pour répondre à la question, sur 600 000 habitants, il y a 100 000 à peu près qui sont des étrangers, c'est-à-dire beaucoup de Russes, parce qu'en fait c'est un pays orthodoxe, donc ça attire les Russes.
Il y a pas mal de Chinois aussi, des Ukrainiens, bon, ça je dirais c'est un peu comme partout, mais il y en avait avant même la guerre en Ukraine, des Allemands, des Anglais, beaucoup d'Anglais, bien sûr des Polonais, évidemment des Serbes, donc des Autrichiens, des Scandinaves, des Belges, enfin je veux dire, il y a toute l'Europe qui arrive dans ce pays du Sud, ce pays qui se trouve à la même hauteur que Majorque, aux Baléares, donc avec un climat qui est très agréable l'hiver, puisqu'on est à Budva, c'est là qu'on construit nos maisons à Budva. L'hiver, il fait rarement en dessous de 15 degrés dans la journée, et l'été, il fait chaud. Donc, pour vous dire quels sont les clients, justement, nos clients, c'est des gens qui ont les moyens de mettre 3,5 millions dans une villa, ce qui est quand même beaucoup moins cher qu'à Saint-Tropez pour avoir une villa avec une vue un petit zéro de plus à extraordinaire. Saint-Tropez, presque. Quasiment. Oui, Multiplicateur peut-être 35 par 4, millions, il faut multiplier par 10. Et donc, ce sont qui ? Ce sont des Chinois, des Allemands, des Russes, des Ukrainiens, Anglais, aussi. des Ukrainiens, des Polonais, des Serbes. Enfin, je dirais que toute l'Europe se retrouve là. À côté de Budva, on a Porto Montenegro, qui est la plus grande marina, une des 3 plus grandes marinas d'Europe, où on a des bateaux de privés de 50, 70, 100 mètres. Et c'est la seule marina en Europe qui est capable de prendre en charge les super yachts. Et, donc on a tous les super et à yachts Budva, on a une vieille ville. C'est la seule en Méditerranée, pardon. Non, mais je t'en prie. Et à Budva, on a une vieille ville avec un port où aussi on a des yachts et on a un paysage extraordinaire avec une mer limpide. Mais revenons, on va parler un peu d'argent avant de parler de tourisme. Ouais. Comment tu finances ? Tu as des investisseurs, comment tu as fait pour monter ces projets ? Alors, c'est une très bonne question et je ne vais pas l'esquiver. Donc, d'abord, on investit nous-mêmes, mais on a aussi, bien sûr, des investisseurs pour donner de l'ampleur à nos projets et on va en développer d'autres sur le Monténégro, qui est un pays à fort potentiel, mais aussi on peut le faire dans d'autres pays. Donc, ce qui est intéressant, je dirais, pour nous, en tant qu'investisseurs et pour nos associés, c'est qu'on joue sur 2 choses. Déjà, on joue sur le prix de vente. En faisant un produit qui est, entre guillemets, un chef-d'œuvre, en tout cas un élément de patrimoine et un palais des temps modernes, on peut avoir pour le même nombre de mètres carrés un prix qui va être supérieur de 10 à 15% à ce qu'on aurait construit de manière standard. Je peux le résumer en une formule, ça ne coûte pas plus cher de construire beau que de construire moche. Ça ne coûte pas plus cher. Il faut dire ça aux gens qui font nos HLM et qui font nos entrées Absolument, de ville. je pourrais les aider éventuellement. Il n'a aucun problème à les aider. Puisque, en fait, j'ai aucun mérite, je pense qu'à ça depuis l'âge de 5 ans. Et quand je travaillais dans les grandes sociétés, dans les réunions de conseil d'administration ou de comité de direction, en fait, je faisais des dessins tout en écoutant ce qui se passait, bien entendu. Et tu as fait référence à la maison de Chambourcy et à la maison de Majorque. La maison de Chambourcy a été la plus filmée et photographiée de France. Et d'Europe. Et d'Europe. En termes de budget. Majorque, pareil. Ouais. Donc c'est pas un succès d'estime, c'est un succès concret Oui, j'ai noté, de son parce que talent. vous savez créer des objets architecturaux qui ont un succès réel, non pas seulement en termes de résidence. C'est pas Instagram. Ouais, c'est pas Instagram, mais c'est cinéma, mode, télévision. C'est pas un succès d'estime, c'est un succès financier. Payant, mais je crois que pour obtenir un résultat financier, il ne faut pas être intéressé, il ne faut pas être greedy, il ne faut pas être avide. Il faut déjà vouloir faire quelque chose de bien et de beau. Et l'argent vient ensuite. Alors, il y a l'aspect d'abord prix de vente. Il y a aussi l'autre aspect qui est l'aspect prix de revient. Parce que quand on construit, et Maurice le sait puisqu'il les suit de très très près, et il est, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est beaucoup plus jeune que moi, il a beaucoup d'énergie pour les suivre. Et quand on a affaire à des entreprises de construction, en général, leur premier principe, c'est pas de construire, c'est de vous voler. Bon, enfin, c'est d'essayer de vous prendre votre argent en faisant le minimum. Donc déjà, il faut les contrôler. Et surtout, il faut bien les choisir. Et je dirais que moi, tout seul, j'y arriverai pas. Avec Maurice, à nous deux,
on y arrive. Ce qu'il faut, et ce qu'a fait Maurice, c'est trouver le bon avocat, ce qui n'est pas évident, trouver un avocat qui soit intelligent et honnête. C'est comme pour tout dans les affaires, c'est relativement rare. Tu connais l'idée. Et deuxièmement, trouver un constructeur qui soit intelligent, c'est encore plus difficile. Ouais. Et qui soit honnête, c'est pas facile non plus. Et qui soit efficace et expérimenté. Et surtout dans un pays comme celui-ci, qui est post... on est dans les Balkans, c'est post-communiste. C'est le 9/10 du pays, ce sont des montagnes. En face, c'est la Méditerranée. Donc, en fait, ce sont des Corses sur échasse. Donc, Corses sur échasse. Oui, parce qu'ils sont très grands. En fait, c'est le peuple avec la Hollande qui est le plus grand au monde. La taille moyenne d'un homme, c'est 1m90, la moyenne. Ah bon? Et d'une femme, bon. C'est bien pire, 1m80, la taille moyenne. Donc je me sens médiocre quand je marche dans la rue. Il y a des femmes d'1m85 ou 1m90. Bon, alors, je reviens au compte d'exploitation. Vous travaillez avec des entreprises locales. Oui, exactement. Vous ne faites pas venir des entreprises de l'extérieur. Mais c'est simple, si on ne travaille pas avec des entreprises locales, quelle est la maintenance? Comment on fait la maintenance si on fait appel à une société étrangère qui est moins chère? On ne travaille pas avec des entreprises non corses. Ou à Saint-Tropez. À Saint-Tropez, trouver un plombier qui soit en dehors de Saint-Tropez après avoir fait votre installation pour faire la maintenance. Ouais. Vous êtes mort. C'est ça, c'est très... Donc vous jouez le jeu de la région. Exactement. Donc vous aimez là-bas. C'est pour ça qu'on est membre de la communauté locale. C'est pour ça qu'on est apprécié par eux. C'est parce qu'on est vraiment tombé amoureux de ce pays. C'est pour ça qu'on est vraiment en contact avec les personnes locales, pour le meilleur et pour le pire. Ouais. Est-ce qu'il y a du pire? Oui, effectivement. Qu'est-ce qui arrive comme pire alors avant le pire n'est jamais certain, mais et surtout il faut l'éviter. Donc nous on a réussi à l'éviter justement en grande partie à Maurice en sélectionnant les bonnes personnes, parce que c'est vraiment le monsieur relations humaines de notre société. Et de nous et de nos associés. Mais si vous voulez, si tu veux, je reviens sur 3 éléments. Donc j'ai parlé du prix de vente déjà, si on peut avoir un prix de vente plus élevé, une valeur, donner de la valeur au bien avec le même prix de revient, de gagner 10 ou 15%, je peux dire que ça fait de l'effet sur la marge et sur le bénéfice net. Mais il y a un autre aspect aussi, c'est l'aspect prix de revient et rapidité d'exécution. Parce que, évidemment, on a des investisseurs, mais on emprunte une partie et on paye des intérêts aux investisseurs parce que c'est pas des philanthropes. Hein. Ah bon? Non. Contrairement à moi, ils sont très intéressés. Mais il y a un système bancaire local qui est efficace? Non, c'est les investisseurs. Le système bancaire local est complètement clair. Oui, il est clair, mais il est un peu archaïque. Je dirais que les prêts se font à 7% en ce moment. Donc évidemment, avec l'investisseur, on a des prêts à 5% ou à 4%. Et l'intérêt, c'est de construire le plus vite possible et avec le meilleur prix de revient possible. Et donc en contrôlant le constructeur, en faisant jouer la concurrence intelligemment, parce qu'évidemment, faire jouer la concurrence, c'est toujours facile, on demande à Pierre, Paul et Jacques, mais ce qu'il faut, c'est choisir le bon et celui qui va travailler vite. En travaillant vite, avec un bon prix de revient, alors que d'autres vont payer 100, nous on va payer 80 ou 85. Et alors que d'autres vont vendre 200 et nous, on va vendre 220 ou 230, vous voyez la différence qu'il y a. En abaissant le prix de revient, en augmentant le prix de vente, on fait aller vers le haut le bénéfice net. D'accord, donc c'est un très bon business, profitable. Il y a de la passion, je vois. Mais alors, c'est quoi l'avenir? Une fois que tu auras commercialisé l'existant, tu as d'autres projets au Monténégro, c'est ça? Alors, pour ma part, je pense faire un immeuble résidentiel pour la classe moyenne européenne ou les personnes en position de retraite, voilà. Mais mon rêve, le rêve que j'ai d'accomplir là-bas, c'est de faire un hôtel, de recevoir en tant que Français et à la française, avec notre hospitalité et avec notre savoir-faire, de faire un très bel hôtel là-bas. D'accord. Et un hôtel pour une clientèle européenne ou pour une clientèle internationale, balkanique des Balkans? Non, complètement international. Je pense que c'est un pays qui est sous-évalué.
Je suis très heureux que tu nous donnes l'opportunité de le présenter avec ta bienveillance. Je suis très heureux que TF1, M6 nous ait permis de montrer ce pays. Il se trouve qu'il y a une concordance en ce moment par rapport à ça. Et je suis vraiment ravi d'avoir l'occasion de pouvoir présenter ce pays de la meilleure manière possible. Alors écoutez, bravo. En tout cas, je vois qu'on passe de Monte-Carlo à Monténégro. On passe du rocher au rocher, qui s'écrit pas pareil. Félicitations, et on viendra vous voir dans votre joli pays de Cocagne pour rêver et mettre les pieds dans cette piscine dont j'ai pas compris si c'était dehors ou dedans. C'est pas grave. Les deux, en général. Merci et à tout bientôt. Merci beaucoup.